L'océan Indien. Ici commence la seconde partie de ce voyage sous les mers. La première s'est terminée sur cette émouvante scène du cimetière de corail. Ainsi donc, au sein de cette mer immense, la vie du capitaine Nemo se déroulait tout entière. Toujours cette même défiance, farouche, implacable envers les sociétés humaines. Son formidable appareil servait peut-être aussi les intérêts de je ne sais quelle terrible représailles. En ce moment, rien n'est évident pour moi et je dois me borner à écrire, pour ainsi dire, sous la dictée des événements. D'ailleurs, rien ne nous lie au capitaine Nemo. Il sait que s'échapper du Nautilus est impossible. Nous ne sommes que des captifs, que des prisonniers déguisés sous le nom d'hôtes par un semblant de courtoisie. Toutefois, Ned Land n'a pas renoncé. Il profitera de la première occasion que le hasard lui offrira. Je ferai comme lui, sans doute. Et cependant, ce ne serait pas sans une sorte de regret. Car enfin, faut-il haïr cet homme ou l'admirer? Est-ce une victime ou un bourreau? Le Nautilus se rapproche des terres habitées, et si quelque chance de salut s'offre à nous, il serait cruel de sacrifier mes compagnons à ma passion pour l'inconnu. Il faudra les suivre. Mais cette occasion se présentera-t-elle jamais? Nous sillonnions alors les flots de l'océan Indien. Notre santé à tous se maintenait dans cet état très satisfaisant. Le régime du bord nous convenait parfaitement, et de plus, dans cette température constante, il n'y avait pas même un rhume à craindre. La route fut donnée au nord-ouest vers la pointe de la péninsule indienne. « Les terres civilisées, me dit ce jour-là Ned Land. Cela vaudra mieux que ces îles de la Papouasie. Sur cette terre indienne, monsieur le professeur, il y a des routes, des chemins de fer, des villes anglaises et françaises, et hindoues. Est-ce que le moment n'est pas venu de brûler la politesse au capitaine Nemo ?»« Non, Ned, non, répondis-je d'un ton très déterminé. Le Nautilus se rapproche des continents habités. Il revient vers l'Europe, qu'il nous y conduise. D'ailleurs, je ne suppose pas que le capitaine Nemo nous permette d'aller chasser sur les côtes comme dans les forêts de la Nouvelle-Guinée. »« Eh bien, monsieur, ne peut-on pas se passer de sa permission ?» Je ne répondis pas au Canadien. Le 25 janvier, l'océan était absolument désert. Le Nautilus passa la journée à sa surface. À 5 heures du soir, Conseil et moi nous fûmes émerveillés par un curieux spectacle. Il est un charmant animal dont la rencontre, suivant les anciens, présageait des chances heureuses. Aristote, Athénée, Pline l'appelèrent Nautilus et Pompilius, mais ce mollusque est maintenant connu sous le nom d'argonaute. Or, c'était une troupe de ces argonautes qui voyageaient alors à la surface de l'océan, et nous pouvions en compter plusieurs centaines. Ces gracieux mollusques se mouvaient à reculons. De leurs 8 tentacules, 6 allongés et amincis flottaient sur l'eau, tandis que 2 autres, arrondis, en palme, se tendaient au vent comme une voile légère. Je voyais parfaitement leurs coquilles. Véritables bateaux, en effet, ils transportent l'animal qui l'a sécrété sans que l'animal n'y adhère. L'argonaute est libre de quitter sa coquille, dis-je à Conseil, mais il ne la quitte jamais. Ainsi fait le capitaine Nemo, répondit judicieusement Conseil. Le lendemain, 26 janvier, nous coupions l'équateur. Pendant cette journée, une formidable troupe de squales nous fit cortège, terribles animaux, au dos brun, au ventre blanchâtre, armés de 11 rangées de dents. Ned Land ne se possédait plus. Il voulait remonter à la surface des flots et harponner ces monstres. Le 27 janvier, à l'ouvert du vaste golfe du Bengale, nous rencontrâmes à plusieurs reprises un spectacle sinistre. Des cadavres qui flottaient à la surface des flots. C'étaient les morts des villes indiennes, charriés par le Gange jusqu'à la haute mer. Vers 7 heures du soir, Conseil ne pouvait en croire ses yeux. « C'est une mer de lait, lui dis-je. Une vaste étendue de flots blancs qui se voit fréquemment sur les côtes d'Amboine et dans ces parages. Et cette blancheur qui te surprend n'est due qu'à la présence de myriades de sortes de petits vers lumineux d'un aspect gélatineux et incolore de l'épaisseur d'un cheveu, dont la longueur ne dépasse pas un 1/5 de millimètre. Quelques-unes de ces bestioles adhèrent entre elles pendant l'espace de plusieurs lieues. » En effet, pendant plusieurs heures, le Nautilus trancha de son éperon ces flots blanchâtres. Vers minuit, la mer reprit subitement sa teinte ordinaire, et derrière nous, le ciel réfléchissait à la blancheur des flots. Une nouvelle proposition du capitaine Nemo.
Le 28 février, lorsque le Nautilus revint à midi à la surface de la mer, il se trouvait en vue de l'île de Ceylan. Le capitaine, se tournant vers moi, « L'île de Ceylan, dit-il, une terre célèbre par ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable, monsieur Aronnax, de visiter l'une de ces pêcheries ?»« Sans aucun doute, capitaine. »« Bien. Nous ne verrons pas les pêcheurs, l'exploitation annuelle n'est pas encore commencée. » Le capitaine dit quelques mots à son second qui sortit aussitôt. Les pêcheurs ne se rassemblent que pendant le mois de mars. Chaque bateau est monté par 10 rameurs et par 10 pêcheurs. Ceux-ci plongent alternativement et descendent à une profondeur de 12 mètres au moyen d'une lourde pierre qu'ils saisissent entre leurs pieds et qu'une corde rattache au bateau. Je sais que quelques plongeurs restent jusqu'à 57 secondes sous l'eau. Toutefois, ils sont rares. Et, revenus à bord, ces malheureux rendent par le nez et les oreilles de l'eau teintée de sang. Généralement, ces pêcheurs ne vivent pas vieux. Oui, dis-je, c'est un triste métier qui ne sert à la satisfaction que de quelques caprices. À propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins? Des requins? M'écriai-je. Je vous avouerai, capitaine, que je ne suis pas encore très familiarisé avec ce genre de poisson. Nous y sommes habitués, répliqua le capitaine Nemo, et avec le temps vous vous y ferez. D'ailleurs, nous serons armés. C'est une chasse intéressante. Ainsi donc, à demain, monsieur le professeur, et de grand matin. Cela dit, d'un ton dégagé, le capitaine Nemo quitta le salon. On vous inviterait à chasser l'ours dans les montagnes de Suisse, que vous diriez « Très bien !» On vous inviterait à chasser le lion ou le tigre, que vous diriez « Ah, il paraît que nous allons chasser le tigre ou le lion !» Mais on vous inviterait à chasser le requin dans son élément naturel, que vous demanderiez peut-être à réfléchir avant d'accepter cette invitation. Pour moi, je passais la main sur mon front où perlaient quelques gouttes de sueur froide. Réfléchissons, me dis-je. Courir le fond des mers quand on est à peu près certain d'y rencontrer des squales. Et me voilà, rêvant de requins, capable de couper un homme en deux. Je ne pouvais digérer le sans-façon avec lequel le capitaine avait fait cette déplorable invitation. N'eût-on pas dit qu'il s'agissait d'aller traquer sous bois quelques renards inoffensifs? Bon, pensai-je, mais Conseil ne voudra pas venir, et cela me dispensera d'accompagner le capitaine. Je repris ma lecture, mais je feuilletais machinalement. Je voyais entre les lignes des mâchoires formidablement ouvertes. En ce moment, Conseil et le Canadien entrèrent, l'air tranquille, et même joyeux. « Ma foi, monsieur, me dit Ned Land, votre capitaine Nemo, que le diable emporte, vient de nous faire une très aimable proposition. »« Ah, dis-je, vous savez. » N'en déplaise à monsieur, répondit Conseil, le commandant du Nautilus nous a invités à visiter les magnifiques pêcheries de Ceylan. Il ne vous a rien dit de plus? Rien, monsieur, répondit le Canadien, si ce n'est qu'il vous avait parlé de cette petite promenade. En effet, dis-je, je vois que vous y prenez goût, maître Land. Oui, c'est curieux. Dangereux peut-être, ajoutai-je d'un ton insinuant. Dangereux, répondit Ned Land, une simple excursion sur un banc d'huîtres? Décidément, le capitaine Nemo avait jugé inutile d'éveiller l'idée des requins dans l'esprit de mes compagnons. Moi, je les regardais comme s'il leur manquait déjà quelques membres. Devais-je les prévenir? Oui, sans doute, mais je ne savais trop comment m'y prendre. Monsieur, me dit Conseil, est-ce que cette pêche des perles est dangereuse? Non, répondis-je vivement, surtout si l'on prend certaines précautions. Que risque-t-on dans ce métier, dit Ned Land. Avaler quelques gorgées d'eau de mer? Comme vous dites, Ned, à propos, dis-je en essayant de prendre le ton dégagé du capitaine Nemo. Est-ce que vous avez peur des requins, brave Ned? Moi, répondit le Canadien, un harponneur de profession, c'est mon métier de me moquer d'eux. Vous savez, monsieur, ces requins, ce sont des bêtes mal façonnées. Il faut qu'elles se retournent sur le ventre pour vous happer. Et pendant ce temps... Ned Land avait une manière de prononcer le mot « happer » qui donnait froid dans le dos. Eh bien, et toi, Conseil, que penses-tu de ces squales? Moi, dit Conseil, je serai franc avec monsieur. Si monsieur affronte les requins, dit Conseil, je ne vois pas pourquoi son fidèle domestique ne les affronterait pas avec lui. Une perle de 10 millions. La nuit arriva, je me couchai, je dormis assez mal.
Les squales jouèrent un rôle important dans mes rêves et je trouvais très juste et très injuste à la fois cette étymologie qui fait venir le mot requin du mot requiem. Le lendemain à 4 heures du matin, je fus réveillée par le steward. Je me levai rapidement et je passai dans le salon. Le capitaine Nemo m'y attendait. La nuit était encore obscure. Des plaques de nuages couvraient le ciel et ne laissaient apercevoir que de rares étoiles. Le capitaine Nemo, Conseil, Ned Land et moi nous prîmes place à l'arrière du canot. Il se dirigea vers le sud. Ses nageurs ne se pressaient pas. J'observais que leur coup d'aviron ne se succédait que de 10 secondes en 10 secondes, suivant la méthode généralement usitée dans les marines de guerre. Nous étions silencieux. À 6 heures, le jour se fit subitement, avec cette rapidité particulière aux régions tropicales. Je vis distinctement la terre et, avec quelques arbres épars ici et là, le capitaine Nemo s'était levé. Sur un signe de lui, l'ancre fut mouillée. La chaîne courut à peine car le fond n'était pas à plus d'1 mètre. Nous allons maintenant revêtir nos scaphandres et nous commencerons notre promenade. Aidé des matelots de l'embarcation, je commençai à revêtir mon lourd vêtement de mer. Le capitaine Nemo et mes 2 compagnons s'habillaient aussi. Aucun des hommes du Nautilus ne devait nous accompagner. Une dernière question me restait à adresser au capitaine Nemo. « Et nos armes ?» lui demandai-je. « Nos fusils. »« Des fusils ? À quoi bon ? Vos montagnards n'attaquent-ils pas l'ours à un poignard à la main ? Et l'acier n'est-il pas sûr que le plomb ? Voici une lame solide. Passez-la à votre ceinture et partons. » Je regardais mes compagnons. Ils étaient armés comme nous, et de plus, Ned Land brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le Nautilus. Puis, suivant l'exemple du capitaine, je me laissai coiffer de la pesante sphère de cuivre. Il nous fit signe de la main, nous le suivîmes sous les flots. Là, les idées qui obsédaient mon cerveau m'abandonnèrent et je redevins étonnamment calme. Après 10 minutes de marche, nous étions par 5 mètres d'eau et le terrain devenait à peu près plat. Vers 7 heures, nous arpentions enfin le banc de pintadines sur lequel les huîtres perlières se reproduisent par millions. Quelques-unes, à la surface rude et noire, vieillies, de 10 ans et plus, mesuraient jusqu'à 15 cm de largeur. Mais nous ne pouvions nous arrêter, il fallait suivre le capitaine qui semblait se diriger par des sentiers connus de lui seul. En ce moment s'ouvrit devant nos pas une vaste grotte sous-marine. Le capitaine Nemo y entra, nous après lui, et de la main il nous indiqua un objet que je n'avais pas encore aperçu. C'était une huître de dimension extraordinaire, une vasque dont la largeur dépassait 2 mètres. Je m'approchai de ce mollusque phénoménal. Le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve. Je pensais qu'en nous conduisant à cet endroit, il voulait seulement nous montrer une curiosité naturelle. Je me trompais. Les 2 valves du mollusque étaient entr'ouvertes. Le capitaine s'approcha et introduisit son poignard entre les coques pour les empêcher de se rabattre, puis de la main, il souleva le manteau de l'animal. Là, entre les plis foliacés, je vis une perle libre dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier. Puis retirant son poignard par un mouvement rapide, il laissa les 2 valves se refermer subitement. Je compris alors quel était le dessein du capitaine Nemo. En laissant cette perle enfouie, il lui permettait de s'accroître insensiblement. Seul le capitaine connaissait la grotte où mûrissait cet admirable fruit de la nature. Il l'élevait afin de la transporter un jour dans son précieux musée. La visite à l'opulente Tridacne était terminée. Le capitaine Nemo quitta la grotte et nous remontâmes sur le banc de pintadines. Nous marchions isolément, en véritables flâneurs, chacun s'arrêtant ou s'éloignant au gré de sa fantaisie. 10 minutes après, le capitaine Nemo s'arrêta soudain. D'un geste, il nous ordonna de nous blottir près de lui au fond d'une large anfractuosité, sa main se dirigeant vers un point de masse liquide. Je regardai attentivement. À 5 mètres de moi, une ombre apparut. L'inquiétante idée des requins traversa mon esprit, mais je me trompais. C'était un homme vivant, un Indien qui venait glaner avant la récolte. Il plongeait et remontait successivement. Il ne rapportait pas plus d'une 15aine de pintadines à chaque poignée, car il fallait les arracher du banc auquel elles s'accrochaient. Et combien de ces huîtres étaient privées de ces perles pour lesquelles il risquait sa vie? Tout d'un coup, je lui vis faire un geste d'effroi et se relever, prendre son élan pour remonter à la surface des flots. Je compris son épouvante.
Une ombre gigantesque apparaissait. C'est un requin de grande taille qui s'avançait, l'œil en feu, les mâchoires ouvertes. J'étais muet d'horreur, incapable de faire un mouvement. Le vorace animal s'élança vers l'Indien, qui se jeta de côté et évita la morsure du requin, mais non le battement de sa queue, qui, le frappant à la poitrine, l'étendit sur le sol. Je sentis le capitaine Nemo se lever subitement, puis son poignard à la main, il marcha droit au monstre. Le squale aperçut son nouvel adversaire et se dirigea rapidement vers lui. Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine se jeta de côté, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n'était pas dit. Un combat terrible s'engagea. Le requin avait rugi, pour ainsi dire. Le sang sortait à flots de ses blessures. La mer se teignit de rouge, et à travers ce liquide opaque, je ne vis plus rien. Plus rien jusqu'au moment où j'aperçus l'audacieux capitaine, cramponné à l'une des nageoires de l'animal, luttant corps à corps avec le monstre, labourant de coups de poignard le ventre de son ennemi, sans pouvoir toutefois lui porter le coup définitif. J'aurais voulu courir au secours du capitaine, mais cloué par l'horreur, je ne pouvais remuer. Je regardais, l'œil hagard. Le capitaine tomba sur le sol. Les mâchoires du requin s'ouvrirent démesurément comme une cisaille d'usine. C'en était fait du capitaine si, son harpon à la main, Ned Land, se précipitant vers le requin, ne l'eût frappé de sa terrible pointe. Les flots s'imprégnèrent à nouveau de sang. Ned Land n'avait pas manqué son but. Le monstre, frappé au cœur, se débattait dans des spasmes épouvantables. Le capitaine, relevé sans blessure à l'adroit à l'Indien, coupa vivement la corde qui le liait à sa pierre, le prit dans ses bras et le remonta à la surface de la mer. Son premier soin fut de rappeler le malheureux à la vie. Heureusement, sous les vigoureuses frictions de Conseil et du capitaine, je vis peu à peu le noyé revenir au sentiment. Il ouvrit les yeux. Quelle dut être sa surprise, son épouvante même, à voir 4 grosses têtes de cuivre qui se penchaient sur lui. Surtout, que dut-il penser quand le capitaine Nemo, tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles, le lui mit à la main. Sur un signe du capitaine, nous regagnâmes le canot du Nautilus. Sa première parole fut pour le Canadien. « Merci, maître Land, lui dit-il. »« C'est une revanche, capitaine, répondit Ned Land. Je vous devais cela. » Un pâle sourire glissa sur les lèvres du capitaine, et ce fut tout. « Au Nautilus, dit-il. » L'embarcation vola sur les flots. Quelques minutes plus tard, nous rencontrions le cadavre du requin qui flottait. À la couleur noire marquant l'extrémité de ses nageoires, je reconnus le terrible mélanoptère. Une douzaine de ces voraces congénères apparut tout d'un coup, mais sans se préoccuper de nous, ils se jetèrent sur le cadavre et s'en disputèrent les lambeaux. À 8h30, nous étions de retour à bord du Nautilus. Là, je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion. 2 observations s'en dégageaient. L'une portant sur l'audace sans pareille du capitaine Nemo, l'autre sur son dévouement pour l'être humain. Quoi qu'il en dît, cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier. Lorsque je lui fis cette observation, il me répondit, d'un ton légèrement ému. « Cet Indien, monsieur le professeur, c'est un habitant du pays des opprimés, et je suis encore, jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là. » La mer Rouge. Pendant la journée du 30 janvier, lorsque le Nautilus remonta à la surface de l'océan, il se dirigeait vers cette mer d'Oman, creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne. C'était évidemment une impasse, sans issue possible. Où nous conduisait donc le capitaine Nemo ? Me demanda le Canadien. Je n'aurais pu le dire. Nous allons, maître Land, où nous conduit la fantaisie du capitaine. Cette fantaisie, répondit le Canadien, ne peut nous mener loin. Le golfe Persique n'a pas d'issue. Et je ne vous apprendrai pas, monsieur, que la mer Rouge est non moins fermée que le golfe, puisque l'isthme de Suez n'est pas encore percé. Ah ça, ami Ned, vous vous fatiguez donc de ce voyage sous les mers ? Mais savez-vous, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, que voilà bientôt 3 mois que nous sommes emprisonnés à bord de ce Nautilus ? Non, Ned, je ne le sais pas. D'ailleurs, nous n'y pouvons rien. Si vous veniez me dire, une chance d'évasion nous est offerte, je la discuterai avec vous. Mais tel n'est pas le cas. Et à vous parler franchement, je ne crois pas que le capitaine Nemo s'aventure jamais dans les mers européennes. Je croyais bien que le capitaine Nemo allait revenir en arrière, mais je me trompais.
Et à ma grande surprise, il n'en fut rien. Le 7 février, à midi, nous sillonnions les flots de la mer Rouge. Je ne voulus même pas chercher à comprendre ce caprice du capitaine Nemo qui pouvait le décider à nous entraîner dans ce golfe. Mais j'approuvais sans réserve, et je pus ainsi observer le dedans de cette mer si curieuse. Que d'heures charmantes je passais ainsi à la vitre du salon, que d'échantillons nouveaux de la flore et de la faune sous-marine j'admirais sous l'éclat de notre fanal électrique. Le 9 février, le capitaine Nemo monta sur la plateforme où je me trouvais. Il vint à moi dès qu'il m'aperçut et me dit « Il a fallu bien des siècles pour trouver la puissance mécanique de la vapeur. Qui sait si dans 100 ans on verra un second Nautilus ? Les progrès sont lents, monsieur Aronnax. » « C'est vrai, répondis-je. Votre navire avance d'un siècle, de plusieurs peut-être, sur son époque. Quel malheur qu'un secret pareil doive mourir avec son inventeur. » Le capitaine Nemo ne me répondit pas. Après quelques minutes de silence, « Malheureusement, monsieur Aronnax, je ne puis vous conduire à travers ce canal de Suez, cette œuvre de monsieur de Lesseps, qui, avant peu, aura changé l'Afrique en une île immense. Mais vous pourrez apercevoir les longues jetées de Port Saïd après-demain, quand nous serons dans la Méditerranée. »« Dans la Méditerranée ?» m'écriai-je. « Oui, monsieur le professeur. Cela vous étonne ? À quel propos cette surprise ? » À propos de l'effroyable vitesse que vous serez forcé d'imprimer au Nautilus s'il doit se retrouver après-demain en pleine Méditerranée en ayant fait le tour de l'Afrique. À moins que le Nautilus ne navigue en terre ferme et qu'il ne passe par-dessus l'isthme. « Ou par-dessous, monsieur Aronnax, » répondit tranquillement le capitaine Nemo. « Depuis longtemps, la nature a fait sous cette langue de terre ce que les hommes font aujourd'hui à sa surface. »« Quoi ? Il existerait un passage ? » ?»« Oui, un passage souterrain. Il prend au-dessous de Suez et aboutit au golfe de Péluse. » « Et c'est par hasard que vous avez découvert ce passage ?» demandai-je de plus en plus surpris. « Par raisonnement, plus que par hasard. »« Capitaine, est-il indiscret de vous demander comment vous avez découvert ce tunnel ?»« Monsieur, me répondit le capitaine, il ne peut y avoir rien de secret entre gens qui ne doivent plus se quitter. » Je ne relevai pas l'insinuation et j'attendis. J'avais remarqué que dans la mer Rouge et dans la Méditerranée, il existait un certain nombre de poissons d'espèces absolument identiques. Je pêchais donc un grand nombre de poissons aux environs de Suez, leur passais à la queue un anneau de cuivre, et je les rejetais à la mer. Quelques mois plus tard, sur les côtes de Syrie, je reprenais quelques échantillons de mes poissons ornés de leur anneau indicateur. La communication entre les deux m'était donc démontrée. Je la cherchais avec mon Nautilus, je la découvris, et avant peu, monsieur le professeur, vous aussi, vous aurez franchi mon tunnel arabique. Arabian Tunnel. Ce jour même, je rapportai à Conseil et à Ned Land la partie de cette conversation qui les intéressait directement. Je leur appris que, dans 2 jours, nous serions au milieu des eaux de la Méditerranée. Le surlendemain, 11 février, à 9h15, au moment où je me disposais à regagner ma chambre, le capitaine m'arrêta. « Monsieur le professeur, me dit-il, vous plairait-il de m'accompagner dans la cage du pilote ?» Je n'osais le demander, répliquai-je. « Venez donc, vous verrez ainsi tout ce qu'on peut voir de cette navigation à la fois sous-terrestre et sous-marine. » Au dehors, la mer apparaissait vivement éclairée par le fanal qui rayonnait à l'autre extrémité de la plateforme. « Maintenant, dit le capitaine Nemo, cherchons notre passage. » Je regardais en silence l'inébranlable base du massif sableux de la côte. Le capitaine Nemo ne quittait pas du regard la boussole suspendue dans sa cabine. Sur un simple geste, le timonier modifiait à chaque instant la direction du Nautilus. À 10h15, le capitaine Nemo prit lui-même la barre. Une large galerie, noire et profonde, s'ouvrait devant nous. Le Nautilus s'y engouffra hardiment. Un bruit inaccoutumé se fit entendre sur ses flancs. Le Nautilus suivait un torrent, rapide comme une flèche. Sur les murailles étroites du passage, je ne voyais plus que des lignes droites, tracées par la vitesse sous l'éclat de l'électricité. Mon cœur palpitait et je le comprimais de la main. À 10h35, le capitaine Nemo abandonna la roue du gouvernail et se retourna vers moi. « La Méditerranée, me dit-il.
En moins de 20 minutes, le Nautilus, entraîné par ce torrent, venait de franchir l'isthme de Suez. L'archipel grec. Le lendemain, 12 février, je me précipitais sur la plateforme. À 3 miles dans le sud se dessinait la vaste silhouette de Péluse. Un torrent nous avait portés d'une mer à l'autre, mais ce tunnel, facile à descendre, devait être impraticable à remonter. Ned et Conseil me rejoignirent. Le Canadien regarda attentivement. « En effet, dit-il, nous sommes dans la Méditerranée. Bon, causons donc, s'il vous plaît, de nos petites affaires, mais de façon à ce que personne ne puisse nous entendre. » Je vis bien où le Canadien voulait en venir. Nous allâmes nous asseoir près du fanal. Nous sommes en Europe, et avant que les caprices du capitaine Nemo nous entraînent jusqu'au fond des mers polaires ou nous ramènent en Océanie, je demande à quitter le Nautilus. J'avouerai que cette discussion avec le Canadien m'embarrassait toujours. Je ne voulais en aucune façon entraver la liberté de mes compagnons, et cependant je n'éprouvais nul désir de quitter le capitaine Nemo. Retrouverai-je jamais une telle occasion d'observer les merveilles de l'océan? Non, certes. Ami Ned, dis-je, répondez-moi franchement, vous vous ennuyez à bord? Regrettez-vous que la destinée nous ait jetés entre les mains du capitaine Nemo? Le Canadien resta quelques instants sans répondre, puis, se croisant les bras, « Franchement, dit-il, je ne regrette pas ce voyage. Je serais content de l'avoir fait, mais pour l'avoir fait, il faut qu'il se termine. Voilà mon sentiment. » Tout ce qui a commencé a fortement une fin dans ce monde. « Monsieur Aronnax, répondit le Canadien, supposons, par l'impossible, que le capitaine Nemo vous offre aujourd'hui même la liberté. Accepteriez-vous? » Je ne sais, répondis-je. Et s'il ajoute que cette offre qu'il vous fait aujourd'hui, il ne la renouvellera pas plus tard, accepteriez-vous? Je ne répondis pas. Et qu'en pense l'ami Conseil? Demanda Ned Land. L'ami Conseil, répondit tranquillement ce digne garçon, l'ami Conseil n'a rien à dire. Il est absolument désintéressé de la question. Ainsi que son maître, ainsi que son camarade Ned, il est célibataire, ni femme, ni parents, ni enfants ne l'attendent au pays. Il est au service de monsieur, il pense comme monsieur, il parle comme monsieur, et à son grand regret, on ne doit pas compter sur lui pour faire une majorité. 2 personnes seulement sont en présence, monsieur d'un côté, Ned Land de l'autre. Cela dit, l'ami Conseil écoute, et il est prêt à marquer les points. Je ne pus m'empêcher de sourire. Au fond, le Canadien devait être enchanté de ne pas l'avoir contre lui. Il fallait évidemment conclure et les faux fuyants me répugnaient. « Ned, dis-je, vous avez raison contre moi et mes arguments ne peuvent tenir devant les vôtres. Il ne faut pas compter sur la bonne volonté du capitaine Nemo. La prudence veut que nous profitions de la première occasion de quitter le Nautilus. » Bien, monsieur Aronnax, voilà qui est sagement parlé. Seulement, dis-je, il faut que l'occasion soit sérieuse. Il faut que notre première tentative de fuite réussisse, car si elle avorte, nous ne retrouverons pas l'occasion de la reprendre, car le capitaine Nemo ne nous pardonnera pas. Un échec nous perdrait. Et maintenant, Ned Land, ajoutai-je, restons-en là. Plus un mot sur tout ceci. Le jour où vous serez prêts, vous nous préviendrez, nous vous suivrons. Je m'en rapporte complètement à vous. Cette conversation, qui devait plus tard avoir de si graves conséquences, se termina ainsi. Le capitaine Nemo se défiait-il de nous dans ces mers fréquentées ou voulait-il seulement se dérober à la vue des nombreux navires de toutes nations qui sillonnent la Méditerranée? Je l'ignore, mais il se maintint le plus souvent entre 2 eaux et au large des côtes. Le 14 février, le Nautilus marchait vers l'île de Crète. Je me trouvais seul avec le capitaine Nemo dans le salon. Il me sembla taciturne, préoccupé, puis il ordonna d'ouvrir les 2 panneaux du salon et observa attentivement la masse des eaux. Dans quel but? Je ne pouvais le deviner. Au milieu des eaux, un homme apparut, un plongeur, portant à sa ceinture une bourse de cuir. Je me retournai vers le capitaine Nemo et d'une voix émue. « Un homme, un naufragé !» m'écriai-je, « il faut le sauver à tout prix !» Le capitaine ne me répondit pas, et à ma profonde stupéfaction, il lui fit signe. Le plongeur lui répondit de la main, remonta immédiatement vers la surface de la mer, et ne reparut plus. « Ne vous inquiétez pas, me dit le capitaine, c'est Nicolas, surnommé le Pesque, un hardi plongeur.
L'eau est son élément, il y vit plus que sur Terre, allant sans cesse d'une île à l'autre jusqu'à la crête. Vous le connaissez, capitaine? Et pourquoi pas, monsieur Aronnax? Cela dit, le capitaine Nemo se dirigea vers un meuble, sorte de coffre-fort qui renfermait un grand nombre de lingots d'or. D'où venait ce précieux métal qui représentait une somme énorme? Je ne prononçais pas un mot, je regardais. Le capitaine Nemo prit un à un ces lingots et les rangea méthodiquement dans un coffre qu'il remplit entièrement. J'estimais qu'il contenait alors plus de 1000 kg d'or. Il écrivit sur le couvercle une adresse en grec moderne. 4 hommes parurent et non sans peine poussèrent le coffre hors du salon. À ce moment, le capitaine Nemo se tourna vers moi. « Monsieur, vous me permettrez de vous souhaiter le bonsoir. » Et sur ce, il quitta le salon. Je rentrai dans ma chambre très intriguée, on le conçoit. J'essayai vainement de dormir. Bientôt, je sentis que le Nautilus revenait vers la surface des eaux, puis j'entendis un bruit de pas sur la plateforme. Ainsi donc, ces millions avaient été transportés à leur adresse. Sur quel point du continent? Quel était le correspondant du capitaine Nemo? Le lendemain, je racontai à Conseil et aux Canadiens les événements de la nuit. Mes compagnons ne furent pas moins surpris que moi. « Mais où prend-il ces millions ?» demanda Ned Land. À cela, pas de réponse possible. Le 16 février, nous quittions le bassin et le Nautilus abandonnait l'archipel grec. La Méditerranée en 48 heures. La Méditerranée, Mare Nostrum des Romains, incessamment travaillée par les feux de la terre, est un véritable champ de bataille où Neptune et Pluton se disputent encore l'empire du monde. Mais si beau qu'il soit, je n'ai pu prendre qu'un aperçu rapide de ce bassin. Parti le matin du 16 février des parages de la Grèce, le 18, au soleil levant, nous avions franchi le détroit de Gibraltar. Cette Méditerranée, resserrée au milieu de ces terres qu'il voulait fuir, déplaisait au capitaine Nemo. Il va sans dire que Ned Land, à son grand ennui, dut renoncer à ses projets de fuite. Il ne pouvait se servir du canot entraîné à raison de 12 à 13 mètres par seconde. Quitter le Nautilus dans ces conditions, c'eût été sauter d'un train en marche. Nous étions entrés dans le second bassin méditerranéen. Là, la masse des eaux offrit à mes regards bien des scènes émouvantes et terribles. De la côte algérienne au rivage de Provence, que de navires ont fait naufrage, que de bâtiments ont disparu. Ainsi, dans cette promenade rapide à travers les couches profondes, que d'épaves j'aperçus gisant sur le sol, les unes déjà empâtées par des coraux, les autres revêtues seulement d'une couche de rouille, celle-ci droite, celle-là renversée. J'en vis qui avaient coulé à pic, la mâture droite, le gréement raidi par l'eau. Lorsque le Nautilus passait entre eux, il semblait que ces navires allaient le saluer. Mais non, rien que le silence et la mort sur ce champ de catastrophe. Cependant le Nautilus, indifférent et rapide, courait à toute hélice au milieu de ces ruines. Le 18 février, donc, vers 3 heures du matin, il se présentait à l'entrée du détroit de Gibraltar. Il s'avança rapidement dans l'étroite passe. Un instant, je pus entrevoir les admirables ruines du temple d'Hercule enfoui, et quelques minutes plus tard, nous flottions sur les flots de l'Atlantique. La baie de Vigo. L'Atlantique. Où allions-nous maintenant? Et que nous réservait l'avenir? Le Nautilus, sorti du détroit de Gibraltar, avait pris le large. Il revint à la surface des flots, et nos promenades quotidiennes sur la plateforme nous furent ainsi rendues. J'y montai aussitôt, accompagné de Ned Land et de Conseil. La mer était grosse, houleuse, elle imprimait de violentes secousses de roulis au Nautilus. Nous redescendîmes donc, après avoir humé quelques bouffées d'air. Je regagnai ma chambre, mais le Canadien, l'air assez préoccupé, me suivit. Notre rapide passage à travers la Méditerranée ne lui avait pas permis de mettre ses projets à exécution, et il dissimulait peu son désappointement. Lorsque la porte de ma chambre fut fermée, il s'assit, me regarda silencieusement. « Voyons, lui dis-je, rien n'est désespéré encore, nous remontons la côte du Portugal. Non loin sont la France, l'Angleterre, nous trouverons facilement refuge. » Ned Land me regarda plus fixement encore, et desserrant enfin les lèvres, « C'est pour ce soir, » dit-il. Je me redressai subitement. J'étais, je l'avoue, peu préparé à cette communication. « Nous étions convenus d'attendre une circonstance, » reprit Ned.
Ce soir, nous ne serons qu'à quelques miles de la côte espagnole. La nuit est sombre, le vent souffle du large. J'ai votre parole, monsieur Aronnax, et je compte sur vous. » Comme je me taisais toujours, le Canadien se leva et se rapprochant de moi. « Ce soir, à 9h, dit-il. J'ai prévenu Conseil. Nous gagnerons l'escalier central. Vous, monsieur Aronnax, vous resterez dans la bibliothèque, attendant mon signal. Les avirons, le mât et la voile sont dans le canot. Je suis même parvenu à y porter quelques provisions. Je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous qui attachent le canot à la coque du Nautilus. Ainsi tout est prêt. À ce soir. »« La mer est mauvaise, dis-je. »« J'en conviens, répond le Canadien. Mais il faut risquer cela. La liberté vaut qu'on la paye. D'ailleurs, l'embarcation est solide. Que les circonstances nous favorisent, et entre 10 et 11 heures, nous serons débarqués sur quelque point de la terre, ferme ou mort. Donc, à la grâce de Dieu, et à ce soir. » Sur ce mot, le Canadien se retira, me laissant presque abasourdi. J'avais imaginé que, le cas échéant, j'aurais eu le temps de réfléchir, de discuter. Mon opiniâtre compagnon ne me le permettait pas. Que lui aurais-je dit après tout ? Ned Land avait 100 fois raison. Pouvais-je revenir sur ma parole et compromettre dans un intérêt tout personnel l'avenir de mes compagnons ? En ce moment, un sifflement assez fort m'apprit que les réservoirs se remplissaient et que le Nautilus s'enfonça sous les flots de l'Atlantique. Je demeurai dans ma chambre. Je voulais éviter le capitaine pour cacher à ses yeux l'émotion qui me dominait. Triste journée que je passais ainsi entre le désir de rentrer en possession de mon libre arbitre et le regret d'abandonner ce merveilleux Nautilus. Quitter ainsi cet océan, sans en avoir observé les dernières couches, sans lui avoir dérobé ses derniers secrets. Il fallait donc en prendre son parti, se préparer à fuir. Mon bagage n'était pas lourd, mes notes, rien de plus. Quant au capitaine Nemo, je me demandais ce qu'il penserait de notre évasion, et ce qu'il ferait, dans le double cas où elle serait ou révélée ou manquée. Le hasard devait-il me mettre en sa présence avant notre départ ? Je le désirais et je le craignais tout à la fois. J'écoutais si je ne l'entendrais pas marcher dans sa chambre contiguë à la mienne. Aucun bruit ne parvint à mon oreille. Cette chambre devait être déserte. Alors j'en vins à me demander si cet étrange personnage était à bord. Depuis cette nuit où le canot avait quitté le Nautilus pour un service mystérieux, mes idées s'étaient légèrement modifiées. Je pensais que le capitaine Nemo devait avoir conservé avec la Terre quelques relations. Ne quittait-il jamais le Nautilus ? Des semaines entières s'étaient souvent écoulées sans que je l'eusse rencontré. Que faisait-il pendant ce temps ? N'accomplissait-il pas au loin quelque acte secret dont la nature m'échappait jusqu'ici ? Toutes ces idées, et mille autres, m'assaillèrent à la fois. Cette journée d'attente semblait éternelle. Mon dîner me fut comme toujours servi dans ma chambre. Je mangeais mal, étant trop préoccupée. L'idée de succomber dans notre téméraire entreprise était le moins pénible de mes soucis. Mais la pensée de voir notre projet découvert avant d'avoir quitté le Nautilus, à la pensée d'être ramené devant le capitaine Nemo, irrité ou pire, contristé de mon abandon, mon cœur palpitait. Je voulus revoir le salon une dernière fois. Je regardais toutes ces richesses, tous ces trésors, comme un homme qui part pour ne plus revenir. Ces merveilles de la nature, ces chefs-d'œuvre de l'art, j'allais les abandonner pour jamais. J'aurais voulu plonger mes regards par la vitre du salon à travers les eaux de l'Atlantique, mais les panneaux étaient hermétiquement fermés. En parcourant ainsi le salon, j'arrivai près de la porte qui s'ouvrait sur la chambre du capitaine. À mon grand étonnement, cette porte était entrebâillée. Je reculai involontairement. Si le capitaine Nemo était dans sa chambre, il pouvait me voir. Cependant, n'entendant aucun bruit, je m'approchai. La chambre était déserte. Je fis quelques pas à l'intérieur. En cet instant, des portraits frappèrent mes regards. C'étaient des portraits de ces grands hommes historiques dont l'existence n'a été qu'un perpétuel dévouement à une grande idée humaine. O'Connell, le défenseur de l'Irlande, Washington, le fondateur de l'Union américaine, Lincoln, tombé sous la balle d'un esclavagiste, et enfin, ce martyr de l'affranchissement de la race noire, John Brown, suspendu à son gibet tel que l'a si terriblement dessiné le crayon de Victor Hugo. Quel lien existait-il entre ces âmes héroïques et l'âme du capitaine Nemo ? Était-il le champion des peuples opprimés, le libérateur des races esclaves ? Avait-il figuré dans les dernières commotions politiques ou sociales ce siècle ? Tout à coup, l'horloge sonna 8 heures. Le battement du premier coup de marteau sur le timbre m'arracha de mes rêves. Je tressaillis et me précipitai hors de la chambre. Je regagnai ma chambre. Je me vêtis chaudement. Bottes de mer, bonnet de loutre, casaque de bisus, doublé de peau de phoque. J'étais prêt. J'attendis.
J'écoutais, je tendais l'oreille, une inquiétude mortelle m'envahit. J'essayais vainement de reprendre mon sang-froid. À 9h moins quelques minutes, j'ouvris la porte communiquant avec la bibliothèque. J'attendis le signal de Ned Land. En ce moment, les frémissements de l'hélice diminuèrent sensiblement, puis ils cessèrent tout à fait. Pourquoi ce changement dans les allures du Nautilus? Cette halte favorisait-elle ou gênait-elle les desseins de Ned Land? Je n'aurais su le dire. Le silence n'était plus troublé que par les battements de mon cœur. Soudain, un léger choc se fit sentir. Je compris que le Nautilus venait de s'arrêter sur le fond de l'océan. Mon inquiétude redoubla. Le signal du Canadien ne m'arrivait pas. Notre navigation ne se faisait plus dans des conditions ordinaires. À ce moment, la porte du grand salon s'ouvrit et le capitaine Nemo parut. Il m'aperçut et, sans autre préambule, « Ah, monsieur le professeur, dit-il d'un ton aimable, je vous cherchais. Savez-vous votre histoire d'Espagne ?» On saurait à fond l'histoire que, dans les conditions où je me trouvais, l'esprit troublé, la tête perdue, on ne pourrait en citer un mot. « Eh bien, reprit le capitaine Nemo, vous avez entendu ma question. Savez-vous l'histoire d'Espagne ?» « Très mal, répondis-je. »« Voilà bien les savants, dit le capitaine, ils ne savent pas. Alors, asseyez-vous, ajouta-t-il, je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire. » Le capitaine s'étendit sur un divan et machinalement je pris place auprès de lui dans la pénombre. « Monsieur le professeur, me dit-il, écoutez-moi bien, cette histoire vous intéressera par certains côtés car elle répondra à une question que sans doute vous n'avez pu répondre. » « Je vous écoute, capitaine, dis-je, ne sachant où mon interlocuteur voulait en venir, et me demandant si cet incident se rapportait à nos projets de fuite. »« Monsieur le professeur, reprit le capitaine Nemo, si vous le voulez bien, nous remonterons en 1702. L'Espagne, vers la fin de 1702, attendait un riche convoi que la France faisait escorter. Ce convoi devait se rendre à Cadix, mais l'amiral, ayant appris que la flotte anglaise se croisait dans les parages, résolut de rallier un port de France. Les commandants espagnols du convoi protestèrent contre cette décision. Ils voulurent être conduits dans un port espagnol, et à défaut de Cadix, dans la baie de Vigo, qui n'était pas bloquée. Or, pendant que l'on prenait cette décision, le 22 octobre 1702, les vaisseaux anglais arrivèrent dans la baie de Vigo. L'amiral de Château-Renaud, malgré ses forces inférieures, se battit courageusement. Mais quand il vit que les richesses du convoi allaient tomber entre les mains de ses ennemis, il incendia et s'aborda ses galions qui s'engloutirent avec leur immense trésor. Le capitaine Nemo s'était arrêté. Je l'avoue, je ne voyais pas encore en quoi cette histoire pouvait m'intéresser. « Eh bien ?» demandai-je. « Eh bien, monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo, nous sommes dans cette baie de Vigo, et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères. » Le capitaine se leva et me pria de le suivre. J'avais eu le temps de me remettre, j'obéis. Le salon était obscur, mais à travers les vitres transparentes étincelaient les flots de la mer. Je regardais. Autour du Nautilus, dans un rayon d'une demi-mille, les eaux apparaissaient imprégnées de lumière électrique. Les hommes de l'équipage, revêtus de scaphandres, s'occupaient à déblayer des tonneaux à demi pourris, des caisses éventrées, au milieu d'épaves encore noircies. De ces caisses, de ces barils, s'échappaient des lingots d'or et d'argent, des cascades de piastres et de bijoux. Le sable en était jonché. Puis, chargés de ce précieux butin, les hommes revenaient au Nautilus, y déposaient leurs fardeaux et allaient reprendre cette inépuisable pêche d'argent et d'or. Je comprenais. Ici, le capitaine Nemo venait encaisser, suivant ses besoins, les millions dont il lestait son Nautilus. C'était pour lui seul, que l'Amérique avait livré ses précieux métaux. Il était l'héritier direct et sans partage de ces trésors arrachés aux Incas et aux vaincus de Fernand Cortés. Je comprends, capitaine. Permettez-moi pourtant de vous dire qu'en exploitant précisément cette baie de Vigo, vous n'avez fait que devancer les travaux d'une société rivale. Et laquelle ? Une société qui a reçu du gouvernement espagnol le privilège de rechercher ses galions engloutis, car on évalue à 500 millions la valeur de ces richesses naufragées. 500 millions, me répondit le capitaine Nemo. Ils y étaient, mais ils n'y sont plus. En effet, dis-je, aussi un bon avis à ses actionnaires serait-il acte de charité. Mais je les plains moins après tout que ces milliers de malheureux auxquels tant de richesses bien réparties eussent pu profiter.
tandis qu'elles seront à jamais stériles pour eux. Stériles, répondit-il en s'animant. Croyez-vous donc, monsieur, que ces richesses soient perdues alors que c'est moi qui les ramasse? Est-ce pour moi, selon vous, que je me donne la peine de recueillir ces trésors? Qui vous dit que je n'en fais pas un bon usage? Croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres souffrants, des races opprimées sur cette terre, des misérables à soulager, des victimes à venger? Ne comprenez-vous pas? Le capitaine Nemo s'arrêta sur ces dernières paroles, regrettant peut-être d'avoir trop parlé. Mais j'avais deviné. Quels que fussent les motifs qui l'avaient forcé à chercher l'indépendance sous les mers, avant tout, il était resté un homme. Son cœur palpitait encore aux souffrances de l'humanité, et son immense charité s'adressait aux races asservies, comme aux individus. Et je compris alors à qui étaient destinés ces millions expédiés par le capitaine Nemo lorsque le Nautilus naviguait dans les eaux de la Crète insurgée.